Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce deuxième temps de cette soirée intitulée Penser ce qui nous arrive, nuit d'échange. Alors ça tombe bien, le deuxième débat s'intitulait Comment réinventer une démocratie en crise. Donc je me présente, moi je m'appelle Joseph Confavreux, je suis le rédacteur en chef de cette revue du Crieur, éditée par Mediapart et les éditions de La Découverte, qui organise cette soirée. À mes côtés, Dominique Schnapper, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, vous êtes ancienne membre du Conseil constitutionnel et je citerai parmi vos très nombreux ouvrages, surtout le dernier qui s'appelle L'esprit démocratique des lois, c'était publié chez Gallimard en 2014. Et pour dialoguer avec vous, Yves Saint-Omer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 8 et parmi votre dernier ouvrage s'intitulait Petite histoire de l'expérimentation démocratique. Donc c'est peut-être à vous que je vais donner la parole au début parce que vous pouvez faire le lien entre ce qui vient d'arriver là sous la haute nef de l'église Saint-Eustache et le débat qu'on va commencer. Merci. Alors je voudrais également remercier pour commencer à la fois la revue du Crieur, les éditions La Découverte, toute l'équipe de l'église Saint-Eustache pour m'avoir convié à ce débat. Et je voudrais essayer de réagir à chaud par rapport à ce qu'on a vécu dans les minutes qui ont précédé. J'imagine que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, ont pu ressentir une gêne, voire un sentiment un peu de violence de voir interrompre un débat comme cela. Mais il me semble qu'il faut qu'on prenne un petit peu de recul par rapport à ce sentiment d'interruption d'un débat, d'irruption de personnes extérieures dans ce débat. Cette indignation, ce sentiment de difficulté, de dérangement que beaucoup d'entre vous sans doute ont pu ressentir, est-ce qu'on ne le ressent pas à une échelle bien plus importante et pour des choses bien plus importantes lorsque, en tant que simple citoyen, on assiste à un système politique bloqué où des débats apparemment sereins, apparemment civils, ne réussissent pas à faire transparaître, à faire passer des aspirations sociétales qui sont pourtant largement exprimées. Lorsqu'on assiste à un système où on a l'impression que finalement on vote, mais que cela ne sert pas à grand-chose, et qu'il y a une continuité beaucoup plus grande des gouvernements ou des présidents d'un président à l'autre. Donc cette indignation, on peut la ressentir aussi lorsqu'on voit les vagues de réfugiés, la façon dont elles sont traitées, dont on voit les événements du monde, dont on voit la façon dont se concentrent les richesses. Il me semble que cette petite indignation, ce petit dérangement qu'on a pu ressentir, il n'est rien par rapport à des choses beaucoup plus importantes et qui en sont la cause fondamentale. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que la démocratie des places, que les personnes qui sont venues de la place de la République veulent faire vivre. Je ne sais pas si elles y arriveront, mais à l'image de ce qui s'est fait aux États-Unis avec Occupy Wall Street ou en Espagne avec les indignes espagnols, il faut dire que cette démocratie des places, elle a réussi à transformer des choses, y compris d'ailleurs dans le système électoral. Obama n'aurait pas été réélu sans Occupy Wall Street, et aujourd'hui le système politique espagnol, qui est largement ébranlé, transformé, qui voit des nouveaux acteurs politiques émerger, il est très largement le résultat de cette démocratie des places qui s'est développée dans des pays voisins, dans des pays finalement assez similaires aux nôtres. Alors évidemment, la démocratie des places, elle a marché aussi parce que ceux qui étaient sur les places, ils ont réussi à conquérir un soutien de l'opinion publique largement majoritaire, au moins pendant un certain temps, dans leurs pays respectifs. La démocratie des places, c'est simplement une avant-garde éclairée qui parle au nom du peuple, qui entend incarner le peuple, sans l'entraîner avec lui. Elle a aussi les problèmes que l'on peut reprocher à la démocratie représentative, électorale, partidaire. Mais il ne faut pas sous-estimer la nouveauté de ce qui s'est passé à New York, à Madrid, à Hong Kong, à Taipei, dans d'autres endroits. Et il me semble qu'aujourd'hui, et c'est la troisième chose que je voudrais dire par rapport à ce qui s'est passé, la démocratie, elle se fait de façon plurielle dans des lieux extrêmement différents. La démocratie, c'est certes la démocratie institutionnelle, la démocratie libérale que l'on connaît, les élections, les compétitions libres, l'état de droit, les droits de l'homme, les droits humains plutôt,
Mais c'est aussi la démocratie des places, c'est la démocratie Internet, c'est des mouvements de contestation forts, c'est des mouvements qui essaient de contrôler ce qui se fait dans les normes techniques d'émission de particules, de microparticules dans les moteurs diesel, des choses extrêmement techniques. On a tout ça. Et la démocratie, il faut l'envisager dans cette ampleur-là, avec les contradictions que cela pose, avec les difficultés de chacune de ces formes de démocratie. Mais en tout cas, si on ne pense pas à la démocratie de cette façon large-là, et qu'on se réduit simplement aux mécanos institutionnels, on risque de passer à côté des défis auxquels nous sommes confrontés, qui sont énormes. Comment vous regardez, vous, Dominique Schnapper, cette démocratie qui déborde la démocratie institutionnelle ? J'espère ne pas provoquer trop de réactions par mon intervention. Je pense qu'il est souhaitable que la démocratie soit vivante, c'est-à-dire qu'elle s'exprime, comme vous dites, dans des lieux pluriels, qu'elle ne soit pas réduite. Je n'appellerais pas ça le mécano institutionnel, parce que ça a une connotation péjorative. Et je pense que jusqu'à présent, nous n'avons pas connu de société démocratique dans lesquelles le respect des pratiques démocratiques n'ait pas été une condition de la démocratie. Et par conséquent, je n'aurais pas sur l'ensemble de l'activité des partis politiques, de l'élection et des institutions, le mépris que la formule mécano-institutionnelle implique. Cela dit, je suis d'accord avec vous sur le premier point sur lequel nous nous retrouvons, c'est-à-dire qu'il y a une crise de la République représentative et donc de la démocratie représentative. Et il me semble que ce que je peux apporter au débat, c'est essayer de comprendre d'où vient cette crise, parce que je crois qu'elle a à la fois des causes très générales de toutes les démocraties, qui sont communes à toutes les démocraties qu'on disait autrefois libérales et qui sont maintenant simplement les démocraties, et que d'autre part, il y a des problèmes particuliers à la société française et à la classe politique française. Alors, les considérations générales, c'est que nous avons maintenant beaucoup plus d'exigences démocratiques qu'il n'y en a jamais eu, et que nous en avons eu un exemple là, puisque à partir du moment où on ne peut pas parler soi-même et on ne peut pas faire de démocratie directe, certains prétendent qu'il n'y a pas de démocratie. Donc l'exigence démocratique s'est répandue, s'est diffusée très largement, et elle est de plus en plus grande. Et par conséquent, un certain nombre des caractéristiques de la démocratie d'avant qui paraissaient naturelles et qui étaient liées au respect des institutions apparaissent maintenant plus scandaleuses. Et cette exigence est, si je puis dire, nourrie par l'idéal démocratique lui-même, et donc il est à la fois à apprécier puisqu'il est un signe de démocratie, et en même temps il peut être redoutable s'il remet en cause les institutions qui assurent réellement la pratique démocratique. Et puis je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes qui sont liés sur ce fond général de la crise des démocraties représentatives. Je pense qu'il y a des problèmes particuliers à la France. On a un problème du recrutement de la classe politique. Il est très important dans nos démocraties que la classe politique soit, sinon aimée, parce que normalement on n'aime pas l'autorité, mais soit au moins considérée comme respectable et respectée. Or, nous le savons, il y a un mode de recrutement, il y a une fermeture du milieu politique, il y a une carrière professionnelle des hommes politiques, qui font que nous avons une classe politique trop étroite, peu représentative, et dans laquelle le pouvoir est de plus en plus concentré dans peu de gens. Et ça, c'est vraiment un problème français. Quand en Angleterre, Ed Miliband est battu, il sort du monde politique. Et nous avons des gens que nous avons pendant des dizaines d'années, avec tous les effets pervers que peut avoir le fait de la carrière politique. Et d'autre part, les institutions de la Ve République
que personnellement je n'aime pas beaucoup. Étant donné mon grand âge, je peux vous faire la confidence que j'avais voté non au référendum sur la Constitution, sur la Ve République, parce que je trouvais que c'était une constitution peu républicaine, et je trouve qu'après tout, c'était pas si mal vu, mais enfin, nous n'étions pas très nombreux, par conséquent, je la respecte puisque le peuple français l'a choisie, mais nous avons une constitution peu républicaine, et nous avons un problème de mode de scrutin qui aboutit, je dirais en 2 mots, au résultat que les vrais débats n'organisent pas la scène politique, de sorte que chaque fois qu'on vote pour quelqu'un, on pense que celui pour lequel on a voté vous a trahi, parce que il est conduit par ce mode de scrutin à ne pas respecter ce qui est en fait les intentions de ses électeurs. Alors ça, c'est la crise républicaine particulière à la France qui accentue le problème général que connaissent toutes les démocraties libérales. Alors peut-être avant effectivement d'en venir vraiment aux institutions et peut-être aux manières de les réinventer, Yves Saint-Omer, je pense que ça me semble effectivement important de faire le constat de cette crise de la démocratie et spécifiquement de la démocratie française. Dans une interview récente, vous disiez, on pourrait même imaginer que la France soit le pays le moins immunisé démocratiquement des pays d'Europe contre certaines formes de dérives autoritaires. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Je partage l'avis de Dominique Schnapper sur le fait que la crise est à la fois une crise générale des démocraties occidentales et une crise particulière qui se surajoute du système français. La crise générale, je crois qu'elle renvoie tout de même à un changement épocal. On est dans une époque différente de celle, disons, des 30 glorieuses du siècle passé. Avec la chute du mur de Berlin, la mise en place du capitalisme financier, du néolibéralisme, la montée de la Chine, l'émergence d'Internet, on a une société qui est complètement différente. On a un équilibre du monde qui est complètement différent. Les problèmes écologiques en sont un autre exemple. Pensez simplement pour Internet à la façon dont on se socialisait il y a 30 ans et dont on se socialise aujourd'hui. C'est plus pareil. Et globalement, le système politique, lui, il est resté à peu près semblable. Et alors que les défis du XXe siècle ne seront pas ceux du XXIe, le système politique fait du surplace. Et on voit du coup une crise, une montée de la défiance dans des systèmes parlementaires comme chez la plupart de nos voisins, et pas simplement dans notre système à nous. Et donc, il y a quelque chose de général qu'il faut affronter. Puis alors, en France, c'est particulièrement fort, pour plusieurs raisons. Anne Hidalgo évoquait tout à l'heure la centralisation du système français, qui était déjà un problème, mais qui aujourd'hui, à l'heure de l'Europe, de la mondialisation, d'une société en réseau, est véritablement en décalage. La concentration du pouvoir sur la figure du président de la République n'a pas d'équivalent. Dans d'autres systèmes, on a un système présidentiel comme aux États-Unis, mais avec des contrepoids à la fois fédéraux et parlementaires, ou alors on a des systèmes parlementaires, là encore très souvent avec des contrepoids fédéraux. Chez nous, en l'absence de cohabitation, on a l'impression, en tout cas, d'avoir un président tout-puissant, mais l'impression simplement, puisqu'au bout du compte, son action est largement velléitaire. Et puis, il ne faut pas sous-estimer le fait que la France était au centre du monde et qu'elle ne l'est plus, qu'on est provincialisé et qu'on est de plus en plus provincialisé. Si on va... Paris est une ville extrêmement ouverte, multiculturelle, cosmopolite, mais si on va à Londres, on se rend compte qu'elle ne l'est pas de la même manière, ou plus exactement qu'elle ne reconnaît pas son multiculturalisme et son ouverture de la même manière que nos voisins anglais. Il y a ces problèmes de classe politique extrêmement fermée qui sont tout de même particulièrement forts dans notre pays. Il y a le fait que nous avons beaucoup plus de mal à nous imaginer dans un monde dont nous ne sommes qu'une petite partie, et une partie, je crois, de la politique extérieure de la France est une espèce de réaction finalement peu rationnelle et relativement spectaculaire pour essayer de conjurer une évolution plus globale. Et du coup, il me semble que le risque
d'un repli autoritaire, d'une désignation d'ennemis qui soient à la fois intérieurs et extérieurs, de ciblage sur des populations d'origine musulmane immigrées est beaucoup plus fort dans notre pays, potentiellement, que dans d'autres pays d'Europe de l'Ouest, de l'ancienne Europe de l'Ouest, et que lorsque l'on compare l'évolution à la fois du débat politique et de notre société, qui en est partiellement imbibée, comme le disait Edoui Plenel tout à l'heure, eh bien, le constat est relativement sombre. Là-dessus, Oui. Dominique Schnapper. Oui, je crois que nous sommes d'accord sur ce plan-là. J'ajouterais 2 points. D'abord, la France a toujours été une nation très politique. Et donc la crise de la politique est plus grave sur l'intégration française, qui s'est toujours racontée comme étant, comme vous dites, un peu le centre du monde, l'État-nation par excellence, ayant inventé la modernité politique. Enfin, nous avons construit notre récit national autour d'un certain nombre de données politiques. Et par conséquent, la dépolitisation et le fait que nous sommes devenus une modeste province dans l'état du monde remet plus en question notre identité et la manière dont nous pensons. Alors moi, le danger me paraît moins dans une dérive autoritaire que dans à la fois, le pouvoir est concentré sur le président de la République avec des étapes successives, ce qui, encore une fois, m'a toujours paru très anti-républicain, mais j'ai l'impression aussi qu'il est de moins en moins puissant, c'est-à-dire qu'on a une espèce d'État à la fois obèse, qui est intrusif dans beaucoup de domaines où il n'a rien à faire, où il faudrait laisser la société civile trouver ses propres solutions, et en même temps impuissant dans les véritables décisions qu'il y a à prendre. Ce qui fait qu'on a un double problème, on a un problème de légitimité à l'intérieur, et il y a cette interrogation qui me taraude maintenant, dans quelle mesure nous sommes capables de défendre nos propres valeurs, étant donné ce qu'est devenu le monde et le caractère devenu un peu marginal de l'Europe en général et de la France en particulier, si nous voulons défendre nos valeurs qui ne sont pas celles du monde entier comme nous l'espérons. Alors, je voudrais tout de même réagir sur 2 points. Moi, je ne pense pas qu'on est dans un monde qui se dépolitise. Il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans des associations. Je pense que beaucoup de personnes de la jeune génération sont ouverts sur le monde infiniment plus qu'on ne pouvait l'être quand moi j'avais leur âge, par exemple. Le mouvement des places aussi est une forme de politisation. Il me semble que ce qui pose problème, c'est que la politique institutionnelle est largement en décalage avec ces multiples formes de politisation que l'on peut observer dans la société. Et puis je voudrais aussi réagir sur nos valeurs. Et il me semble qu'il est dangereux aujourd'hui de dire « défendons nos valeurs dans un monde où elles ne sont pas hégémoniques et elles sont sous attaque ». Non pas pour dénier le danger que peuvent représenter des acteurs comme l'État islamique, bien sûr. Mais parce que nos valeurs, il faut aussi les remettre en question. Nos valeurs, ça a été des valeurs de qui? Ça a été quoi, ces valeurs-là? C'était bien sûr les valeurs des droits humains, c'était les valeurs d'une société où on pouvait s'exprimer librement, c'était les valeurs d'une société où l'on pouvait choisir son gouvernement. Mais c'était aussi pendant longtemps des valeurs où les femmes n'avaient pas le droit de vote et le droit d'être élues. C'était une société qui fondait sa force sur l'oppression coloniale ou néocoloniale. Et puis c'était également une société dans laquelle la remise de soi aux notables, aux gens plus puissants, à ceux qui savaient, à ceux qui pouvaient décider, était énorme. Ça aussi, c'était nos valeurs. Et il me semble qu'aujourd'hui, on est interrogé là-dessus et que la révolution démocratique auquel on a fait allusion tout à l'heure, de ce point de vue-là, est nécessaire pour remettre en question aussi nos valeurs. Et nos valeurs, elles sont à la fois plus partagées que l'on ne croit et plus relatives que l'on ne croit. Elles évoluent, et heureusement. Oui, par dépolitisation, je voulais dire, je pensais non pas à la dépolitisation de la population elle-même, mais au fait que le monde politique et la politique ne jouent pas le rôle qu'ils ont traditionnellement joué dans l'intégration sociale et politique de la France. Et ça, je pense que c'est d'une certaine façon plus grave dans le cas français, qui a toujours été formé par cet État et cette narration, que par exemple en Suède ou en Italie, où il n'y a pas eu le même type d'État. Et que le décalage
entre les institutions démocratiques et les aspirations politiques de la population, il est plus grave et remet plus en cause beaucoup de choses. Or, le non-respect des institutions démocratiques, être démocrate, c'est critiquer et respecter en même temps, et respecter parce qu'on peut les critiquer et parce qu'on les critique, les institutions démocratiques. Et je crois que ça, c'est un danger particulièrement pour la France. Alors, par nos valeurs, je voulais simplement dire, je ne pensais pas, si vous voulez, la République a eu toutes ses limites, comme tous les régimes politiques, mais là, je suivrai ce que disait Madame Hidalgo tout à l'heure, c'est quand même le moins mauvais régime que historiquement on n'ait jamais connu. Alors on peut naturellement rêver de régimes qui soient supérieurs à celui-là, mais l'expérience du XXe siècle nous a montré que les utopies sur la politique débouchent quelquefois sur le contraire de ce qu'on voulait créer. Et donc je pensais simplement, disons, aux pratiques de la démocratie, qui sont encore ce qu'on a trouvé jusqu'à présent de moins mal pour assurer le respect les uns des autres et la dignité des uns et des autres. Alors bien sûr, les femmes ont eu très tardivement le droit de vote, mais enfin, c'est quand même dans la démocratie qu'elles sont assurées de la meilleure égalité qu'on connaisse. Et par conséquent, c'est pas parce qu'elles l'ont eu trop tardivement et parce que longtemps la République ne l'a pas reconnue qu'il ne faudrait pas aujourd'hui voir que c'est ici qu'elles sont le moins mal respectées. Alors évidemment, la démocratie, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, est le moins mauvais régime de tous les... Oui, il y a une formule définitive là-dessus dans laquelle modestement je m'inscris. Mais on peut aussi estimer qu'il y a quand même des degrés de démocratie. Vous, Yves Saint-Omer, vous aviez repris un peu un terme du politologue et sociologue Colin Crouch, britannique, qui disait que peut-être qu'on allait évoluer vers une post-démocratie. Qu'est-ce que c'est? Et est-ce que la France pourrait évoluer vers ça? Effectivement, on peut dire que la démocratie, c'est le moins mauvais des régimes ou le meilleur des régimes, mais on peut dire aussi que ce qu'est la démocratie n'est pas fixé. Et que ce qui a été conçu comme étant la démocratie peut être remis en question au nom même de la démocratie, plus que si on ne le remet pas en question, alors la démocratie dépérira, car ça ne peut être qu'une invention permanente et une révolution permanente, quelque part, pour reprendre le terme d'un révolutionnaire célèbre du siècle passé. Alors, l'une des évolutions qui est massive aujourd'hui dans beaucoup de pays, qui est peut-être moins grave que cette dérive autoritaire qu'on constate de façon extrêmement claire dans plusieurs pays d'Europe, en Turquie ou dans d'autres pays ailleurs qu'en Europe, mais qui pourrait demain nous arriver, on n'en est pas immunisé en France, c'est ce que le collègue Colin Crouch appelle la démocratie. La post-démocratie, c'est quoi? C'est que la façade, elle reste la même. On a des élections, on a des partis qui sont libres, on a une indépendance de la magistrature, on a l'habeas corpus, les droits humains, mais sur le fond, les décisions, elles sont prises ailleurs que sur ce théâtre-là. Et d'une certaine manière, quand des agences de notation dégradent la note de la France, vous pouvez être sûr que le gouvernement français, en tout cas c'est ce qui s'est fait les dernières années ou les dernières 15 années, va faire un paquet de mesures pour répondre à ça. Ça veut dire que quelque part, il y a des décisions fondamentales qui sont prises ailleurs que dans ce théâtre-là. Et ce théâtre-là, il peut être apparemment tout puissant sous l'action du président de la République, et puis en même temps, on voit bien qu'il est impuissant par rapport à d'autres acteurs et à d'autres scènes. Et la post-démocratie, c'est ça. C'est une situation qui est grave parce que la politique n'a plus prise de la même manière sur le réel, a de moins en moins prise sur le réel, mais que du coup, cette situation provoque des réactions de colère, des réactions de blocage qui peuvent aller dans des sens extrêmement différents et potentiellement aussi dans des sens dangereux, mais heureusement aussi dans des sens de transformation du système. Bon, je suis évidemment d'accord sur le fait que la démocratie n'est pas faite une fois pour toutes et ne se transforme pas. Si j'ai écrit l'esprit démocratique des lois, c'était bien pour montrer comment elle évoluait. Et il est clair que c'est une histoire et que les formes du passé ne sont pas nécessairement les formes qui doivent s'appliquer et que, bien entendu, elle est en relation avec la société. Cela dit, ni la Turquie ni la Russie ne sont pour moi des démocraties, puisqu'il n'y a pas la liberté de critiquer. Et ce qui est quand même au fondement de la démocratie, c'est la liberté de penser et la liberté de critiquer. Et la démocratie est d'une certaine façon le seul régime qui institutionnalise le droit à la critique. Et ça me paraît absolument
fondamentale. Et effectivement, il y a la façade des élections, mais quand les élections ne sont pas comme on veut, on change le tribunal constitutionnel. C'est ce qui est en train de se passer assez récemment dans certains pays. C'est-à-dire on change les institutions pour tenir compte du résultat des élections et on met en prison les journalistes qui critiquent, avec souvent beaucoup de prudence, le gouvernement. Je n'appelle pas ça la démocratie. Si c'est ça la post-démocratie, nous la condamnons tous les deux. Donc il n'y a pas de... Vous voulez dire ? Oui, bien sûr. L'idée n'est pas de dire que la Turquie serait démocratique alors qu'elle met des journalistes ou la Russie, des universitaires en prison. Mais la démocratie, bien sûr, c'est le règne de la critique, c'est la possibilité de critiquer sans se faire mettre en prison. Mais ça a été aussi historiquement l'idée qu'on pouvait avoir une prise sur les décisions qui nous concernent. L'idée d'un autogouvernement, d'une self-rule, comme disent les Anglais. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, le sentiment largement partagé et largement justifié d'une majorité de citoyens, c'est qu'on n'a plus prise sur les décisions qui nous concernent. Et de ce point de vue-là, la France ne s'engage pas dans une voie démocratique, mais plutôt de post-démocratie, comme le dit Colin Crouch. Puis la démocratie, ça a été aussi, historiquement, la plupart des mouvements l'ont pensé, l'ont revendiqué comme ça, un régime, une société qui se développe pour le bien-être, les intérêts généraux et puis les intérêts des couches populaires, des groupes dominés de la population, quels qu'ils soient. Et là encore, aujourd'hui, on voit une tendance qui va en sens inverse. Et donc réduire la démocratie simplement à la critique et réduire la démocratie à l'un de ses éléments essentiels, mais à l'un de ses éléments simplement. Et si on oublie les autres, on perd de vue la gravité de l'évolution que nous connaissons aujourd'hui, qui est grosse, de risques encore plus importants. Mais comme vous m'avez interrompu, j'avais dit que la critique était première, je n'avais pas dit qu'elle était seule. Et par conséquent, l'aspiration démocratique, c'est la possibilité de critiquer comme premier, je dirais comme base, comme fondement, comme sans laquelle il n'y a pas de démocratie. Mais ça n'épuise pas l'idée démocratique. Et l'idée démocratique, par définition, a une vocation à s'universaliser. La démocratie ne peut pas être cantonnée à un petit groupe, ou tout au moins au sentiment qu'on a qu'un petit groupe la monopolise. Elle a une vocation universelle, enfin, elle a une vocation à s'universaliser. Cela dit, la manière dont elle peut répondre à cette vocation pose problème quand l'aspiration est contredite par les institutions qui l'organisent. On ne peut avoir que des institutions qui organisent cette aspiration à la participation générale. Et c'est pourquoi j'attribue, à tort ou à raison, beaucoup d'importance à ce décalage que les institutions politiques ont aujourd'hui par rapport aux aspirations de la société, parce que je ne crois pas à la démocratie directe dans les sociétés actuelles, mais je crois beaucoup à l'institution, à la possibilité que les institutions organisent cette aspiration et lui donnent suffisamment de satisfaction pour qu'il y ait un dialogue possible et un partage possible et un sentiment de participation de tous à l'organisation collective. Mais est-ce que, par rapport à ce que disait Yves Saint-Omer, Dominique Schnapper, vous pensez que du fait que la France ne serait pas immunisée contre les dérives autoritaires, vous avez été au Conseil constitutionnel qui est censé être le gardien de la Constitution, de la démocratie. Vous pensez que c'est un gardien suffisant quand vous voyez ce qui s'est passé les derniers mois avec un état d'urgence renouvelé, avec des inquiétudes sur les libertés publiques? Vous n'êtes pas inquiète? Ça ne me paraît pas le grand danger. L'impuissance du gouvernement et du coup, l'hostilité qui suscite me paraît plus grande. Cela dit, quand il y a des grands événements politiques, les institutions de droit n'ont jamais empêché les grands événements politiques. Donc c'est à l'intérieur de la pratique raisonnable de la démocratie que je pense que les institutions sont extrêmement importantes pour permettre l'expression de l'aspiration généralisée à la démocratie. Quand les armées, dans le passé, quand les armées envahissaient le pays, ce n'est pas le Conseil d'État qui empêchait qu'elles changent le gouvernement. Donc les institutions sont très importantes
à l'intérieur du cadre démocratique. Elles ne suffisent pas pour garantir le cadre démocratique qui tient plus à des événements. Et je voudrais toujours que quand on pense aux défauts, aux limites, aux défauts actuels, aux blocages que nous analysons depuis que nous commençons à en discuter, on pense à la situation de notre pays d'une façon plus générale et que cette impuissance a fait à appliquer des réformes qui sont demandées par la majorité de la population, ce sentiment d'exclusion que ressentent beaucoup de populations, à tort ou à raison, peu importe, elles le ressentent et par conséquent, il existe puisqu'elles le ressentent, me paraissent inquiétantes étant donné une situation générale. Comment alors est-ce que, Yves Saint-Omer, on peut reprendre prise pour aborder un peu la question de la réinvention? Est-ce que revenir à des partis de masse qui intégraient justement ces classes populaires, c'est envisageable? Est-ce que l'idée communiste que caressent quelques philosophes en vogue comme Zizek, comme Agamben, comme Badiou, c'est envisageable? Enfin, comment est-ce qu'on reprend prise avec un peuple dont on voit bien qu'il se désintéresse de plus en plus de certaines institutions démocratiques? Je crois que globalement, il n'y a jamais de retour en arrière dans l'histoire, ou plus exactement, comme le disait Marx, à ce moment-là, c'est en farce. On ne reviendra pas aux partis de masse qu'on a connus au XXe siècle. Il y avait le Parti communiste, le Parti socialiste dans certains endroits, mais la social-démocratie dans les pays voisins, les démocraties chrétiennes, les partis nationalistes, qui étaient à la fois des canaux de communication entre les décideurs et les citoyens, puis qui organisaient la société. C'est du passé. Il n'y a aucun exemple en Europe qui nous permette de voir le retour de ça. Et donc il faut penser d'autres formes. On ne peut pas singer les formes du passé. Mais alors, je voudrais livrer une anecdote. Vous disiez tout à l'heure, je ne crois pas à la démocratie directe dans un pays comme la France. Évidemment, si la démocratie directe, c'est simplement la démocratie des places, on voit bien que ça ne peut pas tout résoudre. En même temps, je pose la question, j'enseigne dans plusieurs pays européens, ou je donne des conférences dans plusieurs pays européens, et je pose régulièrement la question, est-ce que vous êtes satisfait du système politique de votre pays aujourd'hui? Quand vous le dites en France, quand vous le demandez en France aujourd'hui à des jeunes étudiants, dans une audience comme celle-là, il n'y a pas beaucoup qui lèvent la main. Un peu plus à Sciences Po Paris, parce que certains s'imaginent déjà faire partie de la future élite politique, mais même là, c'est minoritaire. Dans les sondages généraux, c'est très bas. Hein. Pardon ? Dans les sondages généraux, c'est 10%. Et les partis politiques, c'est très bas. C'est 10%. Les sondages montrent qu'on fait plus confiance aux banques en pleine crise des banques, on faisait encore plus confiance aux banques 2 fois plus qu'aux partis politiques. C'est dire. Quand on pose la question en Grèce, les gens rient tellement c'est une question stupide. Mais quand on pose la question aux étudiants suisses, il y en a 90 sur 100 qui lèvent la main. Alors je leur pose la question en me disant ils n'ont pas compris, c'est pas possible. Et non, ils sont plutôt satisfaits. C'est le pays de la démocratie directe, en tout cas qui inclut de la démocratie directe de façon fondamentale. C'est le pays du fédéralisme, de la décentralisation à l'extrême. Et là, il y a une satisfaction beaucoup plus grande. Alors c'est pas pour idéaliser le modèle suisse, c'est pas pour dire que c'est un modèle qui pourrait être répétable comme ça, mais ça nous incite à prendre un petit peu de distance aujourd'hui et à penser que nos institutions n'ont pas besoin simplement d'un toilettage. Elles ont besoin d'une rénovation qui soit radicale. Et ça nous incite aussi à penser que la rénovation des institutions, c'est une chose, des institutions politiques, disons, classiques de la démocratie électorale. C'est une chose. Elles ont besoin d'être rénovées radicalement, mais c'est aussi plus globalement l'ensemble des mécanismes de prise de décision dans la société qui doivent être intégrés à la perspective et qui doivent être repensés si on veut faire face aux défis de notre siècle. Oui, moi je suis d'accord avec vous qu'on ne refera pas l'équivalent du rôle qu'ont joué la démocratie chrétienne et le Parti communiste, parce que la société a changé et que la société interne a changé, la situation générale a aussi beaucoup changé. Sur la Suisse, j'aurais des petites nuances à apporter, parce que la Suisse a une autre histoire, et en particulier, elle a peu de politique extérieure. Et d'autre part, dans les votations, comme ça, moi je suis une grande admiratrice du système suisse. Je
trouve qu'ils ont réussi à faire un pays en respectant les minorités, et je trouve que c'est une très grande réalisation. Mais ils votent de moins en moins, et même s'ils en sont satisfaits, ils votent de moins en moins, mais c'est un détail. Alors je pense qu'en effet, il y a toute une rénovation politique, au sens étroit du terme, à faire en France. On en a évoqué. Mais excusez-moi, je vous coupe, mais cette rénovation, c'est une réinstitution des institutions ou ça doit être au contraire une refondation et un bouleversement de ces institutions, avec notamment la démocratie directe? Ce qui est important, c'est que quand même ces institutions, par le vote, est le seul moyen par lequel tous les groupes sont représentés en fonction de ceux qui sont, même quand ils ne sont pas. Car je me méfie beaucoup des tyrannies des minorités qui s'expriment et des minorités agissantes. Les minorités qui s'expriment dans la vie publique, on a toujours le risque que ce soit les minorités qui parlent et que ce soit que ceux qui défilent, par définition, ça ne représente pas ceux qui sont ceux qui ne peuvent pas marcher. Mais ça vous semble un risque plus grand que la tyrannie de la majorité? Il y a le double danger de la tyrannie. Vous savez, c'est un régime délicat et fragile. Il y a le risque de tyrannie de la majorité, il y a le risque de tyrannie des minorités agissantes. Et donc, il y a dans le principe même du vote et de l'idée de l'égalité de chaque voix, quelque chose qui me paraît nécessaire de garder. Alors, l'organisation des institutions politiques elles-mêmes, au sens étroit du terme, des pratiques politiques, parce que il y a les textes, encore une fois, cette constitution ne m'a jamais plu, mais il y a la façon dont elle est interprétée par les politiques qui me paraît très grave, parce que il est tout à fait naturel que les politiques pensent à leur réélection, ça fait partie de la démocratie. Mais quand ils ne pensent exclusivement, uniquement à leur réélection et qu'à aucun moment l'intérêt général n'intervient, là, il y a un risque de corruption très grave de la démocratie. Je ne suis pas sûre qu'en ce moment, notre monde politique échappe à ce problème. Or, il faut à un moment donné, à certains moments, porter l'idée d'intérêt général. Et j'ai le sentiment que notre classe politique lui est assez étrangère. Yves Saint-Omer, et on va commencer à s'acheminer déjà vers la fin de cet échange, mais ça pose la question du vote. On voit bien qu'aujourd'hui, les élections sont une condition nécessaire de la démocratie, mais qui n'est sans doute plus suffisante. Est-ce qu'il faut envisager d'autres procédures? Vous avez notamment travaillé sur le tirage au sort. Ce que je voulais juste dire, c'est que si elle n'est pas suffisante, elle est nécessaire, et qu'elle est bien de s'en souvenir. Voilà. Je laisse la parole. Je crois qu'aucun acteur sérieux ou de poids en France aujourd'hui ne propose de supprimer les élections. Le problème donc n'est pas là, le débat n'est pas là. Mais est-ce que d'un côté on a voté sur l'émission des normes diesel qui font des milliers de morts tous les ans? Non. Est-ce que d'un autre côté les générations futures qui vont avoir à affronter le réchauffement climatique et les perturbations que ça peut entraîner majeures à l'échelle de la planète peuvent voter? Non. Il faut donc du coup aussi innover, inventer, repasser aussi peut-être par l'expérience passée, non pas pour l'imiter, mais pour s'en inspirer de façon dynamique. Alors c'est vrai que pendant longtemps, par exemple, le tirage au sort a été pensé comme le tirage au sort des personnes qui pouvaient prendre des décisions couplées à l'élection, la plupart du temps, était pensé comme un moyen d'assurer l'intérêt général, et pas simplement les intérêts partidaires qui aujourd'hui tendent à prendre le dessus de façon tellement prédominante que l'intérêt général est perdu de vue. Là-dessus, je vous rejoins complètement. Pourquoi ne pas penser, par exemple, à ça? Pourquoi pas se dire, finalement, la démocratie, c'est comme pour les Grecs ou comme pour les Florentins, c'est de coupler tirage au sort et élection. Mais il faut aussi aller au-delà des structures institutionnelles. J'aime bien prendre cette image de la révolution. Il faut une révolution aujourd'hui. Mais évidemment, si on pense à la Révolution comme la prise du Palais d'Hiver ou la prise de la Bastille, je ne suis pas sûr qu'ici, ou même sur la place de la République aujourd'hui, beaucoup soient tentés par une telle expérience. Mais on peut penser aussi la Révolution différemment, et je pense qu'on doit la penser comme la révolution féministe
qui s'est faite dans les années 70. C'est une révolution qui n'est pas finie, mais c'est une révolution anthropologique. Elle avait commencé avant, elle s'est à un moment donné cristallisée. Elle transforme radicalement notre société. Regardons-nous simplement ici aujourd'hui dans ses bases. Et il n'y a pas eu des élections pour ça, il y a eu des actrices, des acteurs aussi, un peu moins, qui, dans les institutions, en dehors des institutions, sur les places. Rappelez-vous comment les premières féministes dans les années 70 ont été complètement... c'était horrible, elles venaient interrompre des débats, aussi un peu comme tout à l'heure. Il y a le collectif féministe La Barbe qui, quand il n'y a que des hommes à la tribune, râle. Alors là, Mediapart, la revue du On a quasiment que des débats paritaires. A fait très attention, donc on ne peut plus nous interrompre. Ils sont méfiés, ils ont eu peur. Mais voilà, ils disent non, on peut pas faire ça comme ça. Des juristes, des sociologues, et puis dans la famille, simplement des femmes qui disaient, quand le mari rentrait, qu'est-ce que tu as préparé à manger ce soir, ils disaient, fais-toi ton œuf sur le plat tout seul, mon chéri. Eh bien, il faut penser la révolution comme ça, quelque chose de fondamental. C'est peut-être la chose la plus importante qui soit arrivée à l'humanité en termes de révolution politique, et qui passe par des acteurs extrêmement divers et des lieux extrêmement divers. Je crois que c'est ça notre enjeu aujourd'hui, et de penser la démocratie dans cette ampleur-là, et pas simplement... C'est vrai que mécano-institutionnel, ça faisait un peu dépréciatif, mais en tout cas pas simplement dans des réformes qui sont absolument nécessaires et qui doivent être radicales et fondamentales des institutions, mais bien au-delà aussi. Je vous suis dans votre analyse de la façon dont on a fait changer la société à l'intérieur du cadre politique tel qu'il est. Et je crois beaucoup aux institutions, mais je n'ai cessé au cours de cette conversation d'insister sur le problème du décalage qui peut exister. La nécessité des institutions, et deux, du coup, le drame qui est le décalage entre les institutions et la réalité de la société. Mais alors qu'est-ce que, pour conclure, il faudrait comme révolution pour éviter que ce que vous appelez un malaise démocratique se transforme en effondrement démocratique? En une minute. En une minute, il faudrait que... Je crois beaucoup... Enfin, je crois un petit peu aux réformes du monde politique. Je pense qu'il est dramatique que le monde politique soit à ce point bloqué. Ça me paraît un nœud central, un des nœuds centraux du malaise français. Merci infiniment à tous les deux. Cet échange mérite prolongation. La prolongation peut se faire soit dehors où il y a des popotes roulantes donc, qui vous attendent, soit il y a aussi une table de la librairie Palimpseste qui se trouve dans le transept sud de Saint-Eustache où vous pourrez retrouver les livres des deux intervenants. Merci beaucoup.